Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Un développement sombre dans l'effondrement de l'appartement en Floride. Les premiers intervenants passent de la recherche et du sauvetage aux efforts de récupération. Le chef adjoint des pompiers a dit que les effondrements en crêpe comme celui-ci ont les plus faibles chances de survie. Il n'y avait effectivement pas de poche ou de vide où quelqu'un pouvait encore respirer. Les chiens avaient fait leurs recherches, les équipes de secours avaient utilisé également toute la technologie mise à disposition. Le nombre de morts est passé de 60 alors que 6 corps supplémentaires ont été retrouvés jeudi matin. 80 personnes sont toujours portées disparues. Le lieutenant-gouverneur de Floride déclare que même s'il s'agit maintenant d'un effort de récupération, les équipes de recherche ne se relâcheront pas. Ils vont, dit-il, continuer à creuser avec la même ferveur, la même passion et la même compassion qu'ils ressentent envers ces familles pour pouvoir découvrir les restes de leurs proches. Certains secouristes s'embrassent et pleurent. Les pompiers de Miami-Dade ont accroché une bannière disant qu'ils sont en deuil avec tout le monde. Les chefs religieux ont conduit les gens à la prière, des nonnes dans les foules priant pour les victimes et leurs proches. Et maintenant, beaucoup se tournent vers des actions en justice. Les membres de famille des résidents ont déposé au moins 6 plaintes et un grand jury du comté va examiner les moyens de prévenir d'autres effondrements de bâtiments dans la région. Et en parlant d'actions légales, des dizaines d'États poursuivent Google pour ces pratiques. Les archives judiciaires montrent que la plainte antitrust a été déposée auprès du tribunal du district des États pour le district nord de la Californie. 36 États ont rejoint le district de Columbia pour déposer la plainte. L'Utah, la Caroline du Sud, le Tennessee, New York, l'Arizona, le Colorado, l'Iowa et le Nebraska sont en tête. La plainte de 144 pages allègue que Google détient un monopole sur la distribution des applications Android aux États-Unis, responsable de plus de 90% des téléchargements d'applications pour les appareils Android. En outre, Google aurait utilisé des contrats restrictifs pour obliger les fabricants d'appareils d'Android à promouvoir le Google Play Store au détriment de la concurrence. La plainte vise également les commissions de 30% que Google facture aux développeurs pour l'achat in-app. Le procureur général de l'Utah, Shane Reis, a qualifié le monopole de Google de menace et a déclaré dans un communiqué que Google doit être tenu responsable des préjudices causés aux petites entreprises et aux consommateurs, ajoutant qu'il doit cesser d'utiliser son pouvoir monopolistique et sa position hyper dominante sur le marché pour soutirer illégalement des milliards de dollars supplémentaires aux petites entreprises, aux concurrents et aux consommateurs, au-delà de ce qui devrait être payé. Et Google, de son côté, a répondu en qualifiant la citation d'allégation sans fondement. Le directeur principal des politiques publiques de Google, Wilson White, a déclaré dans une réponse sur son blog, je cite, « Nous n'imposons pas même les restrictions et les autres systèmes d'exploitation mobile », ajoutant « Il est donc étrange qu'un groupe de procureurs généraux d'État ait choisi d'intenter un procès en attaquant un système qui offre plus d'ouverture et de choix que les autres ». Fin de citation. Il s'agit de la 4e grande action en justice antitrust intentée contre Google par des agences gouvernementales aux États-Unis depuis octobre dernier. Passons maintenant à une mise à jour rapide de la dernière cyberattaque. La secrétaire de presse à la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré jeudi que nous continuons à rassembler des détails pour savoir si cet incident s'est produit à la connaissance ou avec l'approbation du gouvernement russe. C'est ce que nous sommes en train de creuser en ce moment. Elle ajoute que le comité du renseignement n'a pas attribué l'attaque et que nous n'avons toujours pas de nouvelles informations sur l'attribution à ce sujet. La communauté de la cybersécurité s'accorde à dire que le groupe criminel est diabolique, qu'il opère à partir de la Russie et qu'il a des filiales dans le monde entier. La dernière attaque a touché la société informatique Kaseya au cours du week-end, compromettant des centaines voire des milliers d'entreprises dans le monde. L'ampleur de l'attaque est encore inconnue. Le groupe de pirates informatiques à l'origine de ces dernières attaques, Revil, est le même que celui qui avait mis hors service l'entreprise de viande JBS le jour du souvenir. JBS a fini par payer la rançon de 11 millions de dollars en bitcoin. L'autre grande attaque qui visait le plus grand gazoduc d'Amérique a contraint Colonial à interrompre ses activités en mai, provoquant des pénuries de gaz et une hausse des prix sur la côte Est. Et en parlant de la hausse des prix du gaz, les Californiens constatent que les prix atteignent à nouveau des sommets. La côte ouest voit des prix grimper jusqu'à 5 $ le gallon. Le prix de l'essence en Californie a atteint un nouveau record cette semaine.
Le coût du carburant dans l'ensemble de l'État a grimpé en flèche pour atteindre une moyenne de 4,30 $ le gallon, ce qui constitue un record depuis près de 10 ans. Selon l'administration américaine d'information sur l'énergie, les conducteurs californiens pourraient dépenser 16 $ de plus pour faire le plein. La flambée est due à une demande croissante mais à une offre identique. Patrick Dehaene, chef de l'analyse pétrolière à GasBuddy, selon lui, les compagnies pétrolières ont perdu l'an dernier des milliards de dollars de revenus, ce qui a fait plonger la production et le prix du pétrole en territoire négatif. En ce qui concerne seulement la Californie, les prix de la pompe continuent de grimper alors que les voyages d'été battent leur plein. Selon AAA, les prix du pétrole brut atteindront cette semaine leur plus haut niveau depuis 7 ans. La situation ne va pas s'arrêter là. AAA prévoit que le prix de l'essence augmentera encore de 10 à 20 centimes jusqu'à la fin du mois d'août. Alors maintenant, beaucoup de personnes s'interrogent sur les avantages et les inconvénients entre les voitures électriques et les voitures traditionnelles qui fonctionnent au gaz. Si les voitures électriques sont généralement considérées comme plus écologiques que les voitures à essence traditionnelles, une analyse de Reuters montre qu'il faudrait atteindre le seuil de rentabilité pour en tirer des avantages. Beaucoup considèrent qu'acquérir la dernière Tesla est un grand pas en avant pour aider la planète, mais cela pourrait ne pas être aussi simple. Selon une nouvelle analyse de l'agence Reuters, les avantages ne se manifestent qu'au bout de 13 500 km. C'est le nombre de kilomètres nécessaires pour que la voiture électrique soit moins nocive pour l'environnement qu'une berline gourmande en essence. C'est le dernier sujet d'actualité alors que les gouvernements envisagent des transports plus écologiques pour atteindre les objectifs climatiques. Le modèle a été développé par le laboratoire Argonne National à Chicago. Il comprend des milliers de paramètres allant du type de métaux dans une batterie de véhicule électrique à la quantité d'aluminium ou de plastique dans une voiture. Selon les analystes, la fabrication des véhicules électriques génère plus de carbone que les voitures à moteur à combustion, principalement en raison de l'extraction et du traitement des minéraux contenus dans les batteries des voitures électriques et de la production des cellules électriques. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faille renoncer aux voitures électriques. Daniel Auger, de l'université de Cranfield, a estimé que les gens se trompent s'ils ne les considèrent qu'au début de leur cycle de vie. Il affirme que si vous ne mesurez qu'au moment où ils sortent de la chaîne de production, vous pouvez constater que les voitures électriques sont plus élevées que d'autres. Mais vous n'allez pas brûler la même quantité de combustion fossile pendant le reste du cycle de vie d'une voiture électrique. Il faut vraiment considérer le produit à la fin après l'avoir éliminé. Quels sont donc les coûts de recyclage et d'élimination? Que pouvons-nous réutiliser? Vous avez donc besoin de la production, de l'élimination et de l'utilisation, et sans ces trois éléments, la comparaison n'est pas bonne selon lui. Cela signifie que parmi les points à prendre en compte, il y a la manière dont l'écart de carbone variera au fil du temps, où se situe le seuil de rentabilité crucial et comment il peut varier. La période de récupération dépend des facteurs tels que la taille de la batterie du véhicule électrique, l'économie du carburant d'une voiture à essence et l'énergie utilisée pour charger un véhicule électrique. Il peut également dépendre du pays dans lequel la voiture est conduite. En effet, Reuters a introduit une série de variables dans le modèle d'Argonne pour comparer la conduite d'une Tesla 3 aux États-Unis avec celle d'une Toyota Corolla à essence. Mais si cette même Tesla était conduite en Norvège, qui produit presque toute son électricité à partir d'énergie hydroélectrique renouvelable, le seuil de rentabilité serait atteint après seulement 8400 miles. De même, s'il s'agissait d'un endroit comme la Chine ou la Pologne, qui dépendent largement de l'énergie du charbon, il faudrait parcourir 78 700 miles et cela peut sembler beaucoup de kilomètres. Mais les véhicules électriques émettent généralement beaucoup moins de carbone sur une durée de vie de 12 ans. Et avant de terminer, faisons un saut au Japon. Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a officiellement déclaré l'état d'urgence à Tokyo jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. L'état d'urgence entrera en vigueur du 12 juillet au 22 août en raison de la recrudescence des cas de Covid-19. Il s'agira du 4e état d'urgence dans la capitale japonaise. Lors d'une réunion de la Task Force Covid jeudi, M. Suga a souligné la nécessité de prendre des contre-mesures pour enrayer la propagation du Covid et de ses variants. Depuis le début de la pandémie,
Le Japon a recensé plus de 800 000 cas et près de 15 000 décès. Les Jeux olympiques d'été débuteront le 23 juillet et se termineront le 8 août. Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, est arrivé jeudi à Tokyo et à un peu plus de 2 semaines de l'ouverture des Jeux olympiques d'été, les organisateurs vont interdire les spectateurs des Jeux olympiques. Les organisateurs des Jeux olympiques ont interdit à tous les spectateurs d'assister aux Jeux. Le plan initial prévoyait de limiter les spectateurs nationaux à 50% de la capacité, soit jusqu'à 10 000 personnes. Toute personne souhaitant soutenir les athlètes a été priée de le faire en applaudissant plutôt qu'en encourageant ou en chantant. Mais avec l'augmentation récente des cas de virus, ces plans ont été abandonnés. Il s'agit du dernier coup dur pour les Jeux d'été, déjà retardés d'1 an à cause de la pandémie et en proie à une série d'échecs, y compris les coupes budgétaires massives. Les experts médicaux affirment que depuis des semaines que l'absence de spectateurs aux Jeux serait l'option la moins risquée. L'opinion publique craint que l'afflux de milliers d'athlètes et des officiels n'entraîne une nouvelle vague d'infections. On ne sait pas encore si les stades suivront l'exemple des États-Unis et rempliront les tribunes de silhouettes en carton. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et merci, au revoir.